Mesdames, Messieurs, chers collègues, oui, je vais vous parler de Yersin, élève de Pasteur et explorateur, un homme qui a été extrêmement longtemps méconnu, notamment, enfin surtout en France, puisque dans les années 90, il y avait le fameux livre de Mollard et Brossolét, un magnifique livre, il y avait également eu un séminaire qui avait duré 2 jours à Hanoï et qui s'est déroulé en 91, mais il y a eu la publication en 92. Et puis, inspiré par surtout le livre de Mollard et Brossolét, il y a Alain Bornet qui m'avait demandé d'écrire le scénario de son film Alexandre Yersin sur le sentier de la guérison. Et ce film de 52 minutes qui est passé plusieurs fois à la télévision est passé complètement inaperçu, mais la fabuleuse histoire de l'homme qui soignait la peste, le titre d'Elisabeth Duclosel, eh bien, cette fabuleuse histoire, il faut encore la raconter parce qu'elle est fort méconnue. Alors donc, Yersin est né en Suisse en 1863 et il a perdu son père. Il n'a pas connu son père, il est décédé 3 semaines avant sa naissance, et finalement, donc, il a été élevé par sa mère seule, qui avait déjà 2 enfants, et qui a été responsable de l'institution de jeunes filles à Morges, donc non loin de Lausanne, ouest de Lausanne. Donc, il avait une sœur, Émilie, et un frère, Franck. Alors, comme il parlait très bien allemand, il a été envisagé tout de suite qu'il aille faire des études de médecine à Marbourg. Mais à Marbourg, il trouvait que l'enseignement était très théorique et pas du tout pratique, de sorte qu'il a voulu entrer à Paris et il est entré à la faculté de médecine de Paris en 3e année. Là, il avait rencontré Pasteur, c'était rappelé tout à l'heure par M. Brugnot, mais quelques jours plus tard, c'est Émile Roux qui est venu à l'Hôtel-Dieu où il était stagiaire, parce que Cornille, qui était le chef de service, était germanophone, il avait travaillé avec Virchow, et donc il s'entendait très très bien avec Yersin. Et est arrivé Émile Roux, et Émile Roux, ils se sont très bien entendus aussi, parce que Émile Roux, il y avait en quelque sorte une coïncidence, il a été orphelin très jeune, Émile Roux, et donc il y avait tout de suite un attachement très important qui s'est passé entre eux deux. Pourquoi se sont-ils rencontrés? Bien parce que tout simplement Cornille était en train de faire l'autopsie d'un Russe qui était décédé de la rage. On ne va pas revenir en arrière, on continue. Et donc, il y a donc ce lien très fort qui va faire que Yersin, désormais, va être attiré par Roux, et ça va être réciproque, et ils vont travailler ensemble. Il va devenir le préparateur de Roux, et il va continuer ses études, et en 1888, il va soutenir sa thèse, une thèse sur la tuberculose, alors qu'il est à ce moment-là externe et qu'il travaillait avec Grancher. Et chez Grancher, il avait vu beaucoup de tuberculose, mais le jour même de sa soutenance, le soir même de sa soutenance en juin, Émile Roux lui dit « Écoute, maintenant, il faut que tu partes pendant 1 mois à Berlin, chez Koch, pour pouvoir apprendre la microbiologie. Pour l'apprendre, surtout pour savoir comment on pourrait enseigner la microbiologie chez nous à Paris. » Et donc, en 1888, il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inauguration de l'Institut Pasteur. Alors finalement, nos 2 compères, si j'ose dire, Roux et Yersin, surtout à l'instigation, cette fois-ci d'Yersin, se sont mis à travailler beaucoup la diphtérie, parce que Yersin en avait vu beaucoup chez Grancher, et vous voyez ici, finalement, la réussite de ce couple, puisque c'est la première séance, le premier cours de microbiologie qui se déroule en 88-89. Donc vous avez dans le cercle à gauche, vous avez Roux, à droite vous avez Yersin, entre deux il y a Metchnikoff, à côté de Roux vous avez Lavran, celui qui a découvert l'agent du paludisme. Et donc, ils vont travailler beaucoup sur la diphtérie et assez rapidement, ce qui va les intéresser, on en a déjà parlé, c'est le problème de la virulence
le problème de la virulence du bacille de la diphtérie. Parce que, à sa grande stupéfaction, Yersin a fait des prélèvements chez des enfants chez Grancher, des enfants qui avaient eu la diphtérie, qui n'avaient plus du tout de fausses membranes et qui allaient bien, et il persistait des bacilles à leur prélèvement. Alors, à ce moment-là, il a été décidé de faire des prélèvements et de voir si cette virulence était liée à l'environnement. Est-ce que c'était lié à la ville? Est-ce qu'à la campagne c'était différent? De sorte que Yersin a pris son vélo, il est parti par la gare Saint-Lazare, il est allé faire des prélèvements notamment à Nanterre, et puis finalement il a été décidé par Roux qu'il fallait peut-être aller plus loin et pourquoi pas aller prélever des élèves dans une école à Grand-Camp, c'est-à-dire dans la Normandie. Alors, évidemment, Yersin ne s'est pas fait prier, il a pris son vélo, le train, il est allé prélever les enfants, il a prélevé 48 enfants. Quand il est revenu, stupéfaction, la moitié d'entre eux, alors qu'ils n'avaient pas été malades depuis 4 ans, la moitié d'entre eux, au prélèvement de gorge, présentaient des bacilles de la diphtérie. Mais ce qui a été encore plus spectaculaire, c'est qu'ils ont mis en culture ces germes et ils ont rétabli la virulence de ce bacille diphtérique, notamment en inoculant à des lapins et s'apercevant que finalement il y avait des souris, et finalement s'apercevant qu'il y avait une tuberculose, une diphtérie qui s'installait chez ces animaux. Donc ça voulait bien dire qu'on pouvait jouer sur la virulence du bacille de la diphtérie, et donc là s'ouvrait un champ extrêmement intéressant pour eux. Mais le grand problème, c'est que Yersin, qui était un grand travailleur, il avait découvert la mer, qu'il ne connaissait pas. Et Yersin se met à rêver et à imaginer d'arrêter de travailler. Le laboratoire, c'est bien, mais en plus, en 89, il y a l'exposition universelle. Il y va une vingtaine de fois, il découvre, vous voyez la flèche jaune, le pavillon du Siam, il voit des pavillons exotiques, il rencontre des gens formidables, et il est naturalisé français, il va se servir de tout cela pour dire à Pasteur, maintenant je voudrais partir 1 an aux messageries maritimes comme médecin auxiliaire. Et Roux était évidemment contre ce départ, mais se rend compte qu'il ne peut plus rien faire maintenant. Et Pasteur rechigne un peu, mais fait une lettre de recommandation qui d'ailleurs a été plus ou moins dictée par Émile Roux. Ça ne venait pas, ça c'est une lettre envoyée en mars, ça ne venait pas, Yersin commence à s'impatienter, et en juillet lui-même, il écrit une nouvelle lettre aux messageries maritimes en disant « Oui, je veux partir ». Il écrit d'ailleurs à sa mère « Je veux partir n'importe où ». Il y avait en effet 2 possibilités. Il y a des bateaux qui partaient de Marseille, alors il y avait le canal de Suez désormais. Donc les bateaux partaient à Djibouti. À Djibouti, il y avait 2 possibilités. Soit on partait vers l'Asie, soit on partait vers l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on pouvait aller vers Zanzibar et que certains sont allés à Madagascar. Mais lui, il va partir à Saïgon, et il va partir le 21 septembre de Marseille et arriver le 18 octobre 90, donc à Saïgon. Et à Saïgon, eh bien, il va être embauché comme prévu pour s'occuper, à la compagnie de messagerie maritime, s'occuper des gens qui vont de Saïgon à Manille sur ce bateau, le Volga, où il y a 67 passagers, 3 jours de voyage, et Yersin a le temps de se promener tout autant autour de Manille qu'autour de Saïgon. Et il y a l'année suivante disparition de cette ligne, mais apparition d'une nouvelle. Désormais, on va de Saïgon à Haiphong avec un bateau qui est plus petit, seulement 36 passagers, et surtout, on est obligé de caboter. Et comme on cabote, eh bien, vous avez à ce moment-là Yersin qui commence à prendre faire des dessins de toute la côte, repérer les lieux, et la même année, en 1891, il va rencontrer son jumeau, ils sont nés la même année, il va rencontrer Calmette. Calmette, lui, il a été envoyé par Roux pour faire un institut Pasteur à Saïgon, mais ils se plaisent beaucoup tous les deux, ils sont extrêmement amis.
Seulement, c'est décidé, Yersin ne veut plus être médecin et Yersin ne veut plus s'occuper d'Institut Pasteur. Lui, il veut désormais voyager. Alors, ces voyages, eh bien, il va entreprendre un voyage qui va être considéré comme assez extraordinaire parce qu'il va partir de Nha Trang, qui est une baie qui lui a beaucoup plu lorsqu'il est passé au bateau. Nombreuses fois, il a repéré Nha Trang, et de Nha Trang, il va aller à Phnom Penh, tout ça à pied, avec un petit peu l'aide d'éléphant de temps en temps, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'il va se retrouver dans la montagne, au milieu de tribus qui sont considérées des sauvages absolument épouvantables, les Moy. Donc il va découvrir le Mékong comme cela, et il va se retrouver chez les Moy, et chez les Moy, eh ben, ça se passe pas si mal que ça. Il est respecté, il faut dire qu'il a emporté avec lui des rouleaux de soie rouge, et donc contre certains services, eh bien, il fournit quelques mètres de soie à ceux qui veuillent bien l'aider. Et puis, il se comporte en cartographe. Regardez ces magnifiques dessins de Yersin, qui repère à chaque fois qu'il va quelque part, il regarde la montagne, le cours d'eau, etc., comment les gens appellent ceci, cela. Il ne comprend pas grand-chose parce que tout ça, ce sont les Moy. Alors lui, avec une certaine naïveté, vous voyez une montagne en haut, il y en a la grande, la petite, il y en a un, elle appelle la mère, et puis l'autre, je crois qu'il appelle le fils ou la fille, je ne sais pas, vous pouvez le voir mieux que moi. Donc voilà, cette activité de cartographe est en quelque sorte notre Yersin. Il est devenu explorateur, mais scientifique aussi. Scientifique au point que il est invité en 1892, il est invité à faire une conférence à la Société de géographie, dont je suis le secrétaire général, et personne ne le sait, ou très peu de gens, les gens ne connaissent pas Yersin, mais ne connaissent pas plus la Société de géographie, qui est pourtant la plus ancienne du monde, et qui est née un an avant Pasteur, donc en 1821, et qui a donc fêté son bicentenaire l'année dernière. Donc la Société de géographie, elle est au 184 boulevard Saint-Germain, et sa façade que vous voyez là n'a pas changé depuis. Et donc Yersin va faire une présentation, ça va être publié, et il va chercher désormais à avoir des subsides parce qu'il veut continuer à explorer. Il y a Pavie qui a beaucoup travaillé l'Indochine, il va chercher à rencontrer Pavie, à avoir des subsides. Et finalement, il va partir, il n'a plus qu'une envie maintenant, c'est de partir. Il y a le gouverneur de France à Hanoï qui va lui donner quelques conseils et lui dire « Vous devriez, mon petit, aller de Saigon à Nha Trang par la montagne ». Eh bien, il ne se fait pas prier, il va faire cette expédition, et puis il va en faire une autre ensuite, qui va être très périlleuse, parce que tout cela, ça se passe par les montagnes, il va être blessé, mais je vous passe tout cela. Il va donc aller de Nha Trang à Da Nang, autrement dit Touran, et donc il va là encore faire cette troisième expédition en 1894. Par conséquent, c'est devenu un explorateur, mais quand même, c'était un pasteurien. Et 1894, en juin, alors qu'il est revenu de son expédition il y a 3 mois seulement, eh bien, il y a la peste à Hong Kong. Ou plutôt, il y a la peste en Chine. Et donc, les Français veulent envoyer Yersin dans le Yunnan, mais Yersin ne veut pas y aller. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup plus de cas de peste à Hong Kong, et c'est à Hong Kong que je veux aller. Donc, Calmette va intervenir auprès des autorités françaises et va pouvoir partir à Hong Kong. Alors là, à Hong Kong, eh bien, il y a le fameux hôpital Kennedy Town, dans lequel on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui meurent de la peste, et il se dit, pas de problème, je vais pouvoir travailler d'emblée. Sauf que le docteur Lawson, qui est le responsable des hôpitaux de Hong Kong, lui dit, Monsieur Yersin, non, pas question, vous ne pouvez pas faire d'autopsie. Il y a des Japonais qui sont là depuis un certain temps et qui travaillent très très bien. Nous sommes très satisfaits. Vous, écoutez, occupez de vous. Alors là, on voit ici Kitasato à côté de Yersin. D'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est peut-être la photo qui a été prise chez Lister parce qu'ils n'ont jamais voulu. Ah, c'est Cork. Comment?
Ah, c'est Kor et Kitasato, pardon. Ah, c'est beaucoup plus logique, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout du même âge. Et... Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que je voulais dire, justement, c'est Kitasato, étant formé par Kor, étant resté 7 ans chez Kor, parlait parfaitement allemand, et il aurait parfaitement pu converser avec Yersin, mais ce ne fut absolument pas le cas, et il n'est pas question qu'il se parle, parce que lui, Yersin n'avait qu'une idée en tête, c'était de découvrir le bacille de la peste, bien avant Kitasato. Sauf que Kitasato, bien avant l'arrivée de Yersin, avait déjà annoncé aux Japonais que ça y est, il avait découvert le fameux bacille. Et ce pauvre Yersin, il était toujours dehors, à côté de l'hôpital Alice Memorial, qui était un hôpital qui est beaucoup plus récent que l'autre. Il avait installé une paillote tout à fait rudimentaire dans laquelle il avait mis son microscope, il n'avait pas grand-chose, et donc il comptait faire là, de pouvoir faire de la bactériologie. Donc en soudoyant des marins anglais, il a réussi à avoir un cadavre de pestiféré qui était recouvert de chaume. Il a enlevé un peu la chaux, il a récupéré un bubon, parce que lui, dans son idée, Yersin, il allait pouvoir trouver le bacille dans les adénopathies, alors que Kitasato le cherchait dans le foie, dans le cœur, dans la rate et dans le sang, mais pas du tout dans les adénopathies. Et finalement, dès le premier prélèvement, il fait la découverte, Yersin fait découverte du bacille. Il va, comme il le peut, cultiver ce bacille, parce que là, il n'a pas du tout d'étuve, mais enfin, il fait quand même assez chaud dans la paillote, et il va inoculer ce bacille à des souris, et finalement, il constate que à l'autopsie, eh bien, non seulement bien entendu, les souris meurent, mais elles ont toutes les caractéristiques de la peste. Alors là, je vais vous passer un petit peu les détails, c'est-à-dire que, bien entendu, ça va être une découverte tout à fait importante, non reconnue par Kitasato, bien sûr, et par de nombreuses personnes, mais il va y avoir à ce moment-là, entre Yersin et l'Institut Pasteur, avec des contacts très réguliers, il va en venir à se dire ce qu'on a fait pour la diphtérie, on peut peut-être l'obtenir pour la peste, et donc on va essayer de faire un sérum qui peut guérir les gens contre la peste. On va commencer par les animaux, et en faisant des inoculations chez des chevaux avec la toxine qu'il a obtenue, il arrive à guérir des souris 12 heures après leur avoir inoculé le bacille de la peste. Donc, ça peut marcher chez les animaux. La question est de savoir, est-ce que ça pourrait marcher chez l'homme? Pour que ça marche chez l'homme, il va falloir des sérums en grande quantité. Donc, désormais, la préoccupation de Yersin, c'est de dire, il me faut de gros animaux, donc il faut que je fasse l'élevage. Pour nourrir mes gros animaux, il va falloir que j'ai des champs, et qu'il va falloir que je les nourrisse. Et puis, eh bien, il va arriver l'événement qui est majeur, c'est-à-dire qu'il va falloir, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour Meister, il va y avoir la fameuse injection à teaser le séminariste. Il est très réticent à faire cette injection, Yersin, pour des raisons éthiques. Et finalement, poussé par l'évêque, il va dire si, il est perdu, donc il faut le faire. Il va avoir 3 injections à 1 heure d'intervalle dans l'après-midi, et il est fébrile, il est en train de sombrer dans le coma, et le lendemain matin, eh bien, il est frais comme un gardon, tisé, dit je suis guéri à 9 heures du matin, et quand on palpe les adénopathies, elles sont devenues presque plus douloureuses. Donc, voilà la première cas de guérison tout à fait sensationnel. Alors évidemment, sur ces bases-là, la renommée de Yersin, évidemment pas au Japon, évidemment pas dans l'équipe de Robert Koch, mais il a le moral et l'Institut Pasteur avec lui. Donc il va avoir également le soutien des gouverneurs d'Indochine, du gouverneur d'Indochine qui est devenu Paul Doumer. Et Paul Doumer va demander à Yersin, qui a pas mal exploré, qui est un médecin, il va lui demander où est-ce qu'on pourrait mettre les gens qui ont des problèmes de tuberculose, est-ce qu'on ne pourrait pas installer un sanatorium quelque part. Et Yersin, qui a parcouru le plateau de Longbyan quand il avait fait son périple Niatran d'Phnom Penh, lui dit oui, il y a
Sur le plateau Lambian, c'est absolument idéal au point de vue température, il y a de l'eau, etc., etc. Et c'est comme ça que va être créée une ville totalement nouvelle, Dalat. Et c'est aussi pour cela qu'il ne faut pas s'étonner que le style de l'architecture de Dalat, elle est très européenne, en particulier la gare, mais pas seulement la gare. Et puis, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que Doumer est enthousiasmé par ce que lui apporte Yersin, et il y a Jean Selme, un médecin français, un professeur de médecine, qui est venu pendant 2 ans dans l'Indochine pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe au point de vue maladie. Il a découvert qu'il y avait énormément de problèmes de santé en Indochine, et donc l'idéal, ce serait certainement de créer une faculté de médecine à Hanoï et de former, tant civils que militaires, des médecins pour traiter les gens en Indochine. Et Paul Doumer demande à ce moment-là au doyen Brouardel, le doyen de Paris, qui ferait le mieux, qui pourrait enseigner, qui pourrait être directeur, et à ce moment-là, on lui dit, c'est Yersin. Donc Yersin va se retrouver à Hanoï, directeur de l'école de médecine. Il va l'être pendant 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, Paul Doumer est parti. Le nouveau gouverneur n'est pas du tout séduit par Yersin, bien au contraire, et il va y avoir un militaire qui va également considérer que désormais cette école elle n'est plus du ressort de Yersin, c'est mieux que ce soit les militaires qui s'en occupent. Yersin est un peu écœuré parce qu'il avait conçu une formation médicale qui était mixte comme à Paris, c'est-à-dire que les étudiants allaient à l'hôpital et puis l'après-midi, ils allaient à la faculté. Vous avez à gauche la faculté avec son entrée principale. Et au bout de 2 ans, il s'est dit, mais en fait, on va former des super infirmiers, mais pas du tout des médecins, ça ne m'intéresse plus, je m'en vais. Donc, il repart, et repart où? À Nha Trang. Alors là, nous sommes en 1905, oui, et donc il a perdu sa mère, qui était sa grande confidente. Yersin, ce sera quelqu'un qui, pour des raisons dont on parlera peut-être en discussion, mais qui n'aimait pas du tout les femmes, donc il ne va pas lui pouvoir écrire à sa pauvre mère, il va écrire à sa sœur Émilie désormais, mais il va vivre dans le célibat, entouré d'une population qui l'aime de plus en plus, qui l'aime lui, et la population aussi. Donc il va se retrouver là à la pointe des pêcheurs à Nha Trang, et vous voyez, pour moi, il y a quand même une certaine ressemblance dans le paysage entre Morges et Nha Trang, avec un plan d'eau au premier plan et des montagnes un petit peu derrière. Et là, eh bien, il va faire, comme il l'a dit, il va élever son bétail, et puis à 11 km de Nha Trang, il va y avoir des écuries, des étables, etc. Et puis, il va avoir, d'un peu plus loin, il va disposer de la plaine de champs à Soijiao. Et là, comme il y a des tigres qui attaquent le bétail, eh bien, il va se dire, mais en Suisse, on met des cloches au cou des vaches, eh bien, moi, je vais faire pareil ici. Et finalement, les cloches vont être efficaces pour repousser les tigres. Mais il ne va pas se contenter de faire de l'élevage, il va se mettre à l'agronomie. Et il considère que finalement l'EVA, c'est un arbre qui pousserait très bien à Saint-Léao. Et donc il va faire pousser l'EVA, il va avoir du latex assez rapidement, qui va pouvoir fournir à Michelin. Et Michelin, eh bien, ce sont les pneus. Et Yersin va avoir en cadeau une Serpollet 6 chevaux. Il va être le premier à conduire une automobile en Indochine. Il va d'ailleurs être passionné d'automobile, mais passionné de tout. C'est pas difficile de savoir que Yersin, il se passionne pour tout absolument. Il va avoir finalement après une 15 chevaux. Et comme vous le voyez là, eh bien, comme il se déplace beaucoup, ça va lui rendre grand service. Donc il y a Nha Trang, il y a la zone où il fait son élevage, et puis vous voyez en montagne, il y a à 1500 mètres, un endroit qui s'appelle Onba. Onba, c'est un endroit qu'il a aussi rencontré dans ses pérégrinations. Et à Onba, eh bien, vous voyez là, le chemin est très sinueux, et à Onba, il va installer un chalet, et il va surtout se mettre à essayer de cultiver le cinchona,
qui peut fournir de la quinine, donc c'est intéressant pour traiter le paludisme, le quinquina, et finalement, il va avoir beaucoup de difficultés, parce qu'il va recevoir des graines de java, avec ces graines de java, ça ne marche pas, donc il va mettre à peu près 15 ans à réussir à cultiver son fameux chinchola, mais ça va être un plein succès, un succès tel d'ailleurs qu'il va inventer le précurseur peut-être du Coca-Cola, le cola cannelle, qui considère un élixir de longue vie. Et donc à Honba, eh bien, il va se faire installer un chalet. Dans ce chalet, il y a un groupe électrogène, il va écouter la radio, notamment Radio Bordeaux, qui l'intéresse beaucoup. Il va faire venir des plantes d'Europe, parce qu'il veut planter des légumes, il veut planter des fleurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait Vassal, qui était un médecin qui était venu près de lui, vers les années 1910, et Vassal était venu avec sa femme, Gabrielle, et Gabrielle était passionnée pour tout ce qui était horticulture. Donc voilà la maison de Yersin qui évolue à Niatrang. Vous voyez la maison telle qu'elle était en haut à gauche, et puis la maison avec maintenant sa terrasse. Sur la terrasse, on a installé une lunette astronomique parce qu'il s'intéresse beaucoup aux étoiles, mais pas seulement à la météo énormément, parce qu'il veut que les pêcheurs de Niatrang soient plus victimes d'orages et qu'ils soient plus de pertes humaines. Et par ailleurs, il va avoir sa volière pour ses perruches et ses perroquets, il va avoir sa serre parce qu'il adore les orchidées, et l'Institut Pasteur va naître à partir de son laboratoire. Cet Institut Pasteur, il est né à partir de 1895 progressivement. Il y a le matériel qui va venir de l'Institut Pasteur, il va y avoir des gens qui vont travailler auprès de lui, Jacques Otto, mais Noël Bernard surtout. Il va vouloir que Noël Bernard devienne celui qui va être responsable des 4 instituts Pasteur d'Indochine, celui de Saigon, celui de Nha-Trang, celui de Hanoï, celui de Dalat. Et lui, c'était un homme modeste qui voulait rester modeste et ne voulait plus être à l'honneur. Il a passé la main à Noël Bernard. Et donc, eh bien, les années vont passer. En 1933 meurt à 5 jours d'intervalle Egalmet et Héroux. Et donc, en 1934 est créée une commission scientifique, et Yersin est fait directeur honoraire de l'Institut Pasteur. Il va venir très, très régulièrement en France chaque année pour voir les gens de l'Institut Pasteur, mais il est extrêmement attaché à la population indochinoise. Il continue très, très régulièrement à surveiller les marées, et dans la nuit du 28 février au 1er mars 1943, il meurt, et c'est une déchirure terrible pour les gens du pays qui lui vouaient un véritable culte. D'ailleurs, il n'y aura aucun pêcheur qui ne sortira en mer le jour de son décès. Et les hommages vont être très très nombreux là-bas. Il y a une statue à Nha-Trang, une statue à Dalat. Les gens continuent à se recueillir sur la tombe de Yersin. Et même en pleine guerre franco-vietnamienne, les gens du pays continuent à vénérer Yersin. Ce n'est pas ici. Je n'ai pas de commentaire sur Madame Perrault, pouvez-vous parler du musée de Nha-Trang, puisque c'est elle qui a contribué de façon majeure. Par conséquent, elle nous en parlera, mais ce musée de Nha-Trang, heureusement, maintenant, il y a quelques Français qui vont le visiter de temps en temps, donc Yersin commence à être un peu plus connu. Il y a des lycées français de Yersin, et puis en souvenir, eh bien, il y a de nombreux timbres qui ont été aussi bien français que vietnamiens. Il y a, donc, je ne reviens pas dessus, le musée et l'Institut. Et puis, il y a même le sérum qui guérirait la grippe, le sérum de Yersin, mais j'en ai pas entendu parler au moment du Covid. Par conséquent, je termine là, en vous remerciant et en disant surtout que ce qui est quand même incroyable, c'est que quand vous regardez sur Google Kitasato, eh bien, aujourd'hui encore, on vous dit que Kitasato a découvert le bacille de la peste en même temps que Yersin. Donc, j'espère que cette communication contribuera à rehausser encore la Yersin. Je vous remercie.